Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro de votre émission Autour du Plan. Autour du Plan, une émission d'analyse des questions politiques de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous allons parler du budget exercice 2022. La réduction du train de vie des institutions peut constituer quelque chose qui peut amener à atteindre les assignations de ce budget 2022. C'est la question que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Nous allons également parler de Congo Hold Up, cette enquête des organisations internationales et certains médias internationaux qui accablent en tout cas l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Nous allons nous poser la question si Joseph Kabila est victime de la révision du code minier. Mais également, nous allons parler de la situation de l'une des 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit bien de la commune de Matete, une commune qui de plus en plus est dépourvue de ses terrains de football, de ses aires de jeu. Pour en parler ce soir, nous avons un Matétois sur ce plateau. Non seulement un Matétois, parce que nous allons parler de Matete. Il est aussi cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il s'appelle Diabanza Mwananene, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir réellement pour une première de participer à cette émission afin de discuter de sujets d'actualité de la République démocratique du Congo. Voilà, Diabanza Mwananene, nous parlons directement du budget exercice 2022, estimé à 10 milliards de dollars américains. Estimez-vous que c'est possible d'atteindre les assignations de ce budget? Je crois aujourd'hui que ce soit les partenaires internationaux, que ce soit le Congolais, nous sommes tous d'avis que possibilité il y a que nous puissions réellement atteindre le 10 milliards. Cette année, il y a eu rectificatif du budget d'une manière très positive. 6 milliards, c'était ça réellement notre prévision. Mais il va se faire que tout au long de l'exercice, nous avons été dans l'obligation de revenir devant l'autorité du budget pour voir dans quelle mesure il fallait rectifier grâce à la mobilisation qui était au-delà de nos assignations. C'est déjà une très bonne chose. Je crois, quand le président Félix est arrivé, la première année, la deuxième, il a tenté réellement, la première année, il avait tenté réellement d'avoir cette ambition dans le loin par rapport à la mobilisation et aux prévisions budgétaires. Mais nos partenaires internationaux nous avaient dit qu'il serait réellement difficile pour nous d'atteindre ce que l'on voulait réellement comme montant de la mobilisation financière. Mais cette fois-ci, tout le monde est tout à fait d'accord que c'est possible de l'atteindre. Tout le monde est tout à fait d'accord que cette fois-ci, ça sera possible d'atteindre les assignations pour cet exercice 2022. Mais il y a quand même certaines institutions, je peux dire, qui ont été marginalisées dans ce budget. On parle de la recherche scientifique qui ne bénéficie que de 0,5%, alors que la recherche scientifique, c'est presque le poumon du développement d'un pays. Est-ce qu'il n'y a pas, dans les assignations, on a des secteurs qui sont prioritaires et d'autres secteurs qui sont moins prioritaires, ou tous les secteurs sont prioritaires? Non, il y a des secteurs prioritaires parce que la priorité exemple est définie réellement par rapport à la vision du chef de l'État. C'est lui qui sait et c'est lui qui définit réellement cette vision. Il sait là où il veut réellement amener la République. Et partant de cela, je crois qu'il y a des secteurs qui seront nécessairement prioritaires. Et je crois aussi, par rapport au contexte de la République, de la gestion, il est important pour nous, en tant que Congolais, de regarder aussi les secteurs prioritaires. Et dans le contexte actuel de notre pays, nous ne pouvons en aucun moment l'ignorer que nous sommes un pays de guerre. Et partant de cet élément, c'est sûr, pour nous, la défense doit être nécessairement
un secteur prioritaire. Donc le financement de l'état de siège, entre les autres. financements de la défense. De la défense en général. Quand vous parlez de l'état de siège, c'est comme si l'état de siège était une institution qu'il fallait l'état de siège fait partie justement du financement d'une décision politique. Décision politique. En se référant réellement à la vie de la nation. Voilà, ça qui fait est partie de la défense. Dans la constitution de la République. Oui. Ça fait partie quand même de la défense. Mais il y a également la gratuité d'enseignement. Aujourd'hui, on voit les grèves par-ci, par-là. On voit le secteur de la santé. Les médecins, les infirmiers sont en grève, ainsi de suite. Est-ce que ces secteurs-là peuvent constituer aussi une priorité pour l'exercice 2022? Dans un pays normal, on parle directement de la gratuité parce que l'éducation doit avoir nécessairement une place de choix. Mais dans le contexte de notre pays, à moins que l'on soit frappé de la cécité intellectuelle, vous devez comprendre que dans un pays de guerre, la paix étant la priorité de priorité, car l'État, par sa définition classique, c'est la superstructure ayant le monopole de la violence légitime entre ses mains, l'État est dans l'obligation en premier lieu de lutter pour la sécurité. Et pour le retour de la paix, nous sommes dans l'obligation tous, sans distinction de couleur politique, de comprendre que la priorité pour nous doit être en premier lieu la défense. Est-ce que vous estimez pas que la gratuité de l'enseignement également faisait partie des priorités du chef de l'État? Je crois que je viens de répondre réellement à la question. Dans un pays normal, l'enseignement a une mais dans place l'autre de contexte choix. Mais dans le contexte actuel, tu ne peux pas te permettre réellement de parler de l'enseignement sans pour autant, en premier lieu, de regarder le retour de la paix. Nous devons commencer par la paix et puis après la paix, nous regardons l'enseignement. Donc, on ne peut pas se permettre réellement de parler de l'enseignement sans pour autant regarder pour l'instant, la paix. l'enseignement doit encore attendre. Non. C'est comme si je suis en train de très mal me faire comprendre. Je vous dis, la priorité de priorité, c'est la défense. La priorité de priorité, c'est la défense. On doit commencer par le retour de la paix et puis après, regarder les autres secteurs. L'enseignement doit venir bien après. Aussi longtemps qu'il y a de vie congolaise que nous sommes en train de perdre, chacun d'entre nous, en tant que Congolais, doit comprendre qu'en premier lieu, c'est le retour de la paix qui doit être pour nous une priorité. Je trouve très mal dans un pays où il y a de morts, vous me dites que la guerre doit venir en avant, en après-plan, l'enseignement. Même ces enfants-là qui sont en train d'étudier aussi longtemps qu'il y a des crépitements de balles, comment est-ce qu'ils vont étudier? On commence par la défense et après la défense, on regarde l'enseignement. Comme nous sommes en train de discuter avec vous, aujourd'hui déjà, par rapport à notre budget, nous sommes en train d'attendre le deuxième palier. Mboudi discutait depuis 2003-2004, en ce que je sache. C'est la première fois dans notre pays que Mboudi est d'application. Il y a, Diabanza, les institutions qui semblent être budgétivores. On dit qu'environ 38% des prévisions budgétaires seront consacrées aux institutions de la République démocratique du Congo. Vous également, vous estimez, vous partagez cet avis-là selon lequel nos institutions sont budgétivores? Bien sûr. Nous parlons des institutions budgétivores au regard de notre mobilisation financière. Exactement. Et partant réellement de ces prévisions, nous nous disons quelque part que les institutions prennent la grande partie de la prévision budgétaire. Il est important d'environ 38%. Ouais, il est important au regard de cela de voir dans quelle mesure nous pouvons rester efficaces à faible coût. Et comme c'est possible, c'est une réflexion d'ordre national où chacun d'entre nous doit voir dans quelle mesure il faut réussir par rapport à cette option. Justement, parlant de ces institutions qui sont budgétivores, Jean-Marc Kabound, qui est le président AI de votre parti politique, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale, il avait proposé à ce que le train de vie des institutions soit revu à la baisse. Ouais. Partagez-vous cet avis? Oui, je partage cet avis, mais je me dis quelque part que c'est un débat d'ordre collectif, c'est un débat national où chacun d'entre nous, le Parlement, en commençant par le Parlement qui est l'autorité budgétaire, par le Parlement doit réfléchir à fond et proposer concrètement
du concret par rapport à cette option, il est important pour nous que nous puissions rester efficaces, mais à faible coût. Justement, vous n'êtes pas député, mais il y a une proposition au cas où vous étiez député. Qu'est-ce que vous aurez dû proposer dans cet hémicycle par rapport à cette... Député seul, ce sera un peu difficile pour moi. Les options, c'est une question du nombre. Nous avons voulu la démocratie. Mais chacun peut avoir son idée. J'en viens réellement à la question. Nous avons voulu la démocratie et la démocratie, c'est la loi du nombre, le respect de la minorité. Et partant de cet élément, moi j'estime, je profite de votre micro ou de votre caméra pour dire réellement aux Congolais, l'heure a sonné où il faut donner réellement la chance à la majorité parlementaire UDPS. Et cette majorité aura la majorité parlementaire UDPS ou Union Sacrée? J'ai dit très bien UDPS. Je parle de l'UDPS dans le contexte actuel. Je ne suis pas, avant d'être réellement membre de l'Union Sacrée, j'ai une famille politique. Et ma famille politique, c'est l'UDPS. Mais vous savez que l'UDPS n'est pas une majorité parlementaire. Bien sûr. J'ai dit, je profite de votre micro et de votre caméra pour dire à notre peuple, l'heure a sonné où il doit réellement donner la chance à la majorité UDPS. Et de cette majorité, partant de propositions, la première de propositions pour nous sera nécessairement le salaire du député. Et du salaire, nous allons réfléchir par ricochet du train de vie du Parlement. Et du train de vie du Parlement, on va voir par rapport à toutes les institutions comment est-ce qu'il faut nécessairement rester efficace à faible coût. Nous allons rester efficaces à faible coût, mais Jean-Marc Kabound, on dit que c'est une proposition qui était déjà de Délice Essang à l'époque. Délice Essang avait proposé la réduction du train de vie des institutions, mais il n'a pas été écouté. Croyez-vous qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound sera écouté? Mais je l'ai dit très bien, ça doit être un débat collectif, un débat de la nation, un débat des institutions, un débat du politique. Et je profite de l'occasion pour dire encore une fois de plus que le débat, la proposition n'est pas des délits. À l'UDPS, on en parlait depuis longtemps. Mais c'est Délit qui l'a proposé à l'Assemblée nationale. Pendant la campagne, nous en avons parlé, nous, à l'UDPS. Et si Délice Essang s'est approprié une proposition de l'UDPS, de la réflexion... Ce n'est pas Jean-Marc Kabound qui s'est approprié l'idée de Délice Essang ou c'est l'inverse? À l'UDPS, même pendant la campagne électorale, nous en avons parlé. Nous l'avions dit en son temps qu'il est important pour nous de revoir à la baisse le train de vie des institutions. C'est important pour nous. Et c'est une question cruciale au sein du parti. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même du vivant de Tshisekedi, on en parlait. C'est un débat qu'on a fait au sein de l'UDPS pendant longtemps. Et dans nos congrès, on en a discuté. Et je crois aujourd'hui, quand Délice Essang s'en est approprié, c'est une très bonne chose. Il est député du pays. En tant que député du pays, je crois, les bonnes réflexions ne seront en aucun moment l'affaire d'un seul individu. Il y a des moments, dans un coin, quelqu'un est en train de réfléchir sur quelque chose. Et dans l'autre, il y a aussi un autre Congolais qui peut aussi réfléchir sur le même dossier. Donc je crois, dans le contexte actuel, la chose la plus importante, maintenant, nous sommes dans l'obligation de faire le pas suivant. Et le pas suivant passe nécessairement par la mobilisation de Congolais. Je le demande encore une fois plus, de soutenir l'UDPS dans les élections prochaines, parce qu'on a besoin d'une majorité parlementaire. Et de cette majorité, nous aurons à proposer beaucoup de réformes. Il y a déjà, Diabanza Mwananene, un député national qui a réagi par rapport à cette proposition de Jean-Marc Kabound. Il a dit que nous, députés, ça ne sera pas possible de réduire notre salaire parce que nos émoluments, parce que tout simplement, nous sommes aussi assistants sociaux. Cet argent-là nous permet de soutenir ça et là dans nos bases. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est une autre réflexion. Je ne serai pas totalement contre par rapport à la réflexion, mais c'est une réflexion qui doit trouver une autre enveloppe. S'il faut aller dans ce sens. Mais la chose la plus importante, moi, je ne regarderai pas la chose dans la logique du député papa social. Ouais, c'est conjoncturel, c'est circonstanciel, mais il est important de donner de réflexion de fond pour changer réellement la vie de notre peuple. Et ça, c'est le devoir
du député, du politique qui est dans le gouvernement, de voir dans quelle mesure, dans nos propositions, il faut nécessairement axer l'essentiel de notre énergie sur la politique du peuple d'abord. Voilà. Merci beaucoup, Diabanza Mwananene. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Nous sommes en train d'évoluer. Nous allons prendre notre deuxième sujet de ce soir. Nous allons parler de cette enquête. On nous parle d'environ 138 millions de dollars américains détournés du trésor public au bénéfice de la famille, je ne dirais pas la famille politique, du cercle proche de Joseph Kabila, à travers cette enquête menée par quelques médias internationaux. Il y a également certaines organisations internationales qui se sont mêlées. On nous parle de 3,5 millions de documents compilés pendant ces enquêtes. Pendant ces enquêtes, 9 mois ont suffi. Diabanza, en écoutant ces révélations, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il y a eu beaucoup d'interrogations qui me sont venues réellement à l'esprit. Et la manière dont vous êtes en train de proposer de poser aussi le problème me laisse dans la réflexion. Je me dis, ce sont des révélations, bien sûr, mais il s'est fait quelque part, ici chez nous en Afrique, à chaque fois que le président quitte le pouvoir, il y a ce combat de l'Occident contre nos anciens chefs d'État. Ça, c'est une évidence. Vous remarquerez, même hier, j'étais en train de suivre quelque chose sur Alpha Condé, où on était en train de discréditer Alpha Condé pour crédibiliser le nouveau régime. Ça s'est fait aussi. Mais il y a aussi un élément de gestion de la part de nos chefs d'État. Et nos chefs d'État sont dans l'obligation de comprendre qu'il est important pour eux, dans la gestion, de voir dans quelle mesure ils doivent nécessairement travailler pour la transparence et la bonne gouvernance. Parce que, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de transparence et bonne gouvernance, ça ne va pas nous permettre réellement d'aller de l'avant. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, avec le dossier Congo Hold-up, avant le 19 médias et 5 organisations non gouvernementales, il y a eu Lumumba Papers. Et Lumumba Papers est parti réellement du Congolais qui était en train de travailler à BJFI Bank et qui a révélé, qui a tenté de révéler beaucoup d'autres dossiers par rapport à l'opacité de la gestion du régime de Joseph du Kabila. Régime de l'ex-président Kabila. Après Lumumba Papers, il y a eu l'IGF qui a bel et bien souligné l'affaire égale en parlant de BJFI Bank, les 43 millions qui finançaient la création de la dite entreprise, qui est partie de BJFI Bank, mais pour l'IGF, c'était de l'argent de l'État qui est passé de l'autre côté pour financer la création d'une entreprise privée qui appartenait aussi au clan Kabila. De ces deux éléments, en ajoutant aujourd'hui le troisième, je me dis quelque part que 3 sources différentes parlaient de la même chose. Nous, intellectuels, ça nous dit directement que non, il est important pour nous de donner un peu de crédit à ce qui s'est dit. Parce que c'est 3 sources différentes. Lumumba, qui était en train de travailler chez BJFI Bank, aujourd'hui en exil. IGF, qui est une institution de la place, contrôle financier, et en dernier, le partenaire international. Est-ce que ce n'est pas une stratégie peut-être de la communauté internationale, peut-être en connivence avec certaines autorités du pays pour chercher comment couler Joseph Kabila? Et quand Lumumba était en train de le faire, c'était le complot avec quelle autorité du pays? Et quand l'IGF a tenté de le faire, moi j'estime quelque part la chose la plus importante dans le contexte actuel, c'est à nous maintenant, c'est à nous, Congo,
de voir dans quelle mesure nous devons aussi faire notre enquête propre. Parce qu'il est dit, ce n'est pas la seule autorité qui sera citée, il y a plusieurs autorités. Parce que jusque-là, on parle déjà d'Albert Youma. Seulement le visage de Joseph Kabila qui est brandi jusque-là. On parle déjà d'Albert Youma, on parle de Deogracias Mutombo, et ils ont dit, il y a même de gens du régime actuel qui seront cités dans les révélations. Et je me dis, s'il y a aussi de gens du régime actuel, ça va nous permettre réellement, quelle que soit ta couleur politique, de comprendre que vous devez être mis hors état de nuire. Parce que les crimes économiques, ce sont des crimes que nous ne pouvons pas nous permettre réellement de laisser passer. Ça crée l'instabilité politique, ça a pour conséquence la création de l'instabilité politique. C'est à nous maintenant, Congolais, de voir dans quelle mesure il faut s'approprier le dossier et voir s'il y aura possibilité d'aller dans l'étape suivante qui sera réellement de charger la justice de faire son travail. On nous dit que le visage de Joseph Kabila est brandi, dans ce sens que Kabila nous a laissé un héritage, à savoir la révision du code minier. Et selon certains analystes, cette révision du code minier n'a pas enchanté les multinationales. C'est comme ça qu'ils sont en train de chercher de toutes les façons pour pouvoir couler l'ancien chef d'État. Il y a un combat, ça c'est vrai, le combat y est parce que partons réellement de la révisitation du code minier, il y a un combat qui a été déclenché. Et de ce combat, cela ne veut pas dire que s'il y a eu des tournements, d'autres gens ne peuvent pas en parler. Parce que la faute, vous devez comprendre, si vous êtes dans un combat, si vous êtes dans un espace belliqueux, il faut savoir réellement s'en tenir parce que vos adversaires ne vous donneront pas la chance. Mais si lui aussi, partant de cet élément, il n'a pas compris qu'il fallait nécessairement savoir se tenir, il y a eu de gabegie financière, je crois, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même et à son clan. Parce que Lumumba n'a rien à voir avec le code minier, et l'IGF non plus, il n'est pas concerné par cet élément Donc il n'y a pas une corrélation entre les trois sources. Voilà, entre les trois sources, moi je dirais directement que ça c'est vrai, pas d'intérêt, pas d'action. Il y a cet élément qui caractérise réellement nos frères de l'extérieur. Il y a cet élément d'intérêt pour lequel ils sont en train de bouger parce que ce n'est pas de la charité quand ils sont en train de le faire. Mais toutefois aussi, nous devons nous dire, il y a deux éléments. Il y a deux éléments qui sont en train de nous faire voir qu'il y a un problème par rapport à la banque en question. Voilà. Merci beaucoup, Parce qu'au moment où on est en train de discuter avec vous, le gouverneur de la Banque centrale aussi a fait appel aux responsables de la banque parce que la banque est en train de titiller, quoi. On dirait la banque est en train de déclarer faillite déjà. On remarque quelque part qu'il y a des problèmes aussi de gestion et de ce problème, il va se justifier de l'autre côté de la Banque centrale. De tout ça, nous serons d'ici là réellement éclairés par nos sources, par les sources de nos institutions. Voilà. Diabanza Mwananene, vous êtes Kinois, vous habitez Matete. Certainement, je crois qu'on vous appelle les Matétois. Oui, je suis Matétois, j'aime Matete. Matete, c'est ma commune. Matete, c'est la commune culturelle. Matete, c'est le reflet de Kinshasa parce qu'à Matete, tout ce qui a vie à Kinshasa aujourd'hui, on dirait c'est parti de Matete. Vous remarquerez à Matete, on a eu l'un des meilleurs catcheurs et il est toujours en vie. C'est vraiment un patrimoine pour nous. Et Dingwe le champion. Et en dehors de Dingwe, il y a le meilleur judoka comme Afuluta, Mefa, Pécho. Ce sont des gens qui ont fait la pluie et le beau temps à l'époque où ils étaient réellement jeunes, champions du Congo plusieurs fois, tous ces gens-là, ces champions-là que je suis en train de citer. Et en dehors de cela, vous remarquerez aussi, il y a de musiciens de talent. Comme Karma Papa. Comme Karma Papa, comme Fabregas. Wazekwa, je commence par lui, et comme Fabregas, comme Nono Fuji. Donc ce sont des gens, aujourd'hui, c'est la fierté de notre commune. Et ces gens-là ont été présents. Donc je dirais aussi Matete a toujours été présent dans tous les rendez-vous de la République. Rendez-vous Wenge, rendez-vous, on est présent dans tous les rendez-vous. Et c'est ce qui fait la beauté et la fierté de notre commune. Cette fois-ci, nous allons parler de votre commune, la commune de Matete. Vous êtes leader d'opinion. J'aimerais d'abord que nous puissions suivre votre combat parce que vous êtes en train de mener un combat pour la commune de Matete. On suit ce petit extrait
et on se retrouve dans quelques poignées de secondes. Matétoises et Matétois, tous unis pour une seule cause, l'encadrement et l'avenir de la jeunesse. Nde ezalaki tina ya marche oyo. Sous l'initiative ya mwana mboka Diabanza Mwananene, combattant intelligent des populations ya commune bakendaki inde ko déposé mémo topé pétition na bango oyo ezo contenir plus de 10 000 signatures na maison communale ya Matete. Na objectif c'est moko ko réclamer ba terrain na bango oyo ekomi côté kama na désordre. L'État a s'impliqué. Terrain Tchombo, Bateki Yango, Bateki Terrain Wana, Bateki la place Wana, Morgue, Bateki hôpital, les lots Bateki, et ça quand le terrain Moko, on essaie l'entraînement et ça Tchombo. Ba papa, ba maman bilenge, ba lobby plus jamais makambu ya ko détruire jeunesse, pe ba sportif voire même ba diaspora ba signa ki pétition yango. Vraiment moi na mboka Gentini ngobila er yango yo luka solution poto boy ekoma soki na yebaki. Bien, voilà. Nous avons suivi Diabanza. Vous avez derrière vous, vous avez drainé une foule. Vous êtes en train de réclamer que vous n'avez plus d'espace sportif. Tous les terrains de la commune de Matete sont spoliés, c'est ça. Lorsque nous étions en train de grandir, je m'entraînais beaucoup plus quand il fallait jouer au football avec des amis. Vous êtes aussi footballeur amateur. J'ai tenté de jouer au football. Aujourd'hui, je suis encadreur d'une équipe de football, RCM, et je suis président d'un club de judo. Le plus vieux club, je dirais même, de la ville-province de Kinshasa, Ouragan Club. Et quand je grandissais, j'ai joué beaucoup plus de l'autre côté du terrain quand on avait un terrain du camp Bateke. Et comme le terrain appartenait réellement à l'ONEL, l'ONEL a fini par vendre les camps et aussi nos terrains. Il y avait un terrain de basketball, il y avait un terrain d'handball et il y avait 3 terrains de football. Et tous les terrains ont été réellement vendus parce que ça appartenait. Et à l'époque, j'avais cette idée réellement de mener ces combats jeunes que j'étais, de voir dans quelle mesure il fallait réellement mobiliser le jeune pour leur dire on peut vendre toutes les maisons, mais on nous laisse au moins le terrain. Et malheureusement, je n'ai pas eu le courage de le faire, mais cette fois-ci, heureusement, avec l'âge, j'ai un peu mûri, je me suis dit, je ne peux plus abandonner ce qui est important pour nous, parce que ces terrains-là nous a pratiquement choyés en ce qui concerne réellement l'apprentissage du football. Mais aujourd'hui, nous n'en avons plus. Et je suis d'avis que mes enfants n'auront pas la chance que j'ai eue par rapport à ce terrain. Et le seul terrain que nous avons, où les équipes occupe de 6h à 18h. J'ai dit très bien, de 6h à 18h, il n'y a pas d'espace. C'est le terrain Tchobo. Et ce terrain Tchobo a été spolié. Par qui? Je ne sais pas, on est en train de nous apprendre qu'il paraîtrait c'est un terrain qui appartenait à un individu et le papa l'a vendu. Il l'a vendu à un opérateur économique et l'opérateur économique, oui, il veut réellement aussi aider la commune de Matete parce qu'il va construire des bâtisses. Il va construire un hôpital, une morgue, et une salle de recueillement. Je me dis, l'endroit dont il est en train d'occuper pour les constructions, parce qu'il a déjà commencé les constructions, pour les constructions, ce sont des endroits où dans l'avenir, ça va nous mettre en difficulté par rapport au terrain. Parce que quand vous parlez de morgue, j'en connais quelque chose parce que j'ai évolué dans le secteur funéraire, je sais réellement que les morgues sont cause d'embouteillage. Là où il y a des morgues, les gens viennent et s'amassent. Et quand ils s'amassent, ça pose réellement un problème par rapport au parking. Et ça va poser un problème par rapport au parking. Ils vont finir par utiliser notre terrain.
Et ces terrains-là, nous en avons besoin. Il y a un endroit, déjà, quand on suit le match par rapport au terrain, les supporters, Torokyo Ganga même, malheureusement pour nous, cet endroit-là, c'est là où il est en train de construire ses bâtisses. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on a tenté de mobiliser Matete pour dire aux gens que nous devons nous prendre en charge. Nous devons dire non à ces constructions. Quand vous dites prendre en charge, c'est-à-dire vous prendre en charge, c'est-à-dire quoi? Parce que le terrain appartient à un individu veut construire ce qu'il veut, mais vous allez vous prendre en charge comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Le terrain, c'est un espace vert. Et en tant qu'espace vert, je me dis, en premier lieu, nous allons attaquer cette propriété parce qu'on s'est dit, comment est-ce que de l'espace vert, c'est devenu propriété d'un individu? C'est ça la raison de notre combat. Et même si c'était propriété d'un individu, on allait demander à l'État de s'impliquer et de voir dans quelle mesure il fallait payer le proprio afin que les terrains qui nous a vu aussi grandir, qui nous a aidé à apprendre le football, ces terrains-là, aujourd'hui, et dans le patrimoine du Matétois, ne peut plus être laissé entre les mains d'un individu, je crois. Et il n'y a pas que cela, il y a aussi un autre terrain, un bijou qui a été construit à l'époque réellement du Premier ministre Matata Mponyo. C'est le terrain foyer municipal, ex-foyer, aujourd'hui Kembo. Kembo à l'honneur, non pas à l'honneur des Giresse, à l'honneur de son père. De son père, ouais. Le vieux Kembo, Monsieur Bu. Et le Monsieur Bu, réellement, tout Matete, tous ceux-là qui l'ont vu jouer, parce que moi, pratiquement, je ne l'ai pas vu jouer, tous ceux-là qui l'ont vu jouer savent pourquoi on a donné son nom au terrain en question. Et le terrain nous a été acheté par Papa Mingedi, qui est Matétois, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Et j'ai assisté à son deuil, le papa en question. À l'époque, l'espace, la commune, je ne sais pas qui voulait réellement vendre cet espace. Mais Papa Mingedi l'a acheté, il a dit le terrain désormais appartient aux Matétois. Et grâce à cet espace, grâce à lui, le Premier ministre Matata Mponyo est venu et il a construit. Mais malheureusement pour nous, ça fait pratiquement 5 ans. Il est difficile pour nous d'y accéder. J'ai loué ce terrain pendant 4 fois. À 4 reprises. La première fois, $250, sans vestiaire. $200 la deuxième fois, $180 grâce aux policiers parce que la police est venue, comme si c'était eux qui étaient en train de jouer ce match de loisirs. Et la 4e fois, $150, c'était toujours la police. Donc je me dis, ce prix-là est au-delà de nos bourses. On est Matétois, il est difficile pour nous réellement de débourser chaque jour pour une équipe de football. Vous louez auprès de qui? Parce que jusque-là, apparemment... Il y a des gens qui gèrent le terrain et qui sont là. Ils sont présents avant d'y accéder parce que la porte elle est fermée, il faut réellement le voir. Et c'est eux qui vous fixent le prix. Et quand vous êtes à l'intérieur, de temps en temps, on vous interdit même de filmer deux fois. Mais je vous assure que le terrain, c'est un bijou. Et ces terrains-là, nous sommes en train de nous battre pour que l'on puisse rabattre le prix de la location. C'est presque le même problème avec tous les autres stades municipaux de Kinshasa. Moi, je parle en premier lieu de Matete. Quand nous allons réussir, ils vont s'inspirer de notre expérience. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous avec votre combat? On a fait la première marche et nous sommes en train déjà de lancer la deuxième marche. Et la deuxième marche, c'est le 18 décembre. Et le 18 décembre, nous allons encore descendre dans la rue. Et en dehors des descentes dans la rue, nous sommes en train de saisir toutes les autorités de la ville, toutes les autorités de la République pour leur dire qu'ils sont dans l'obligation de s'impliquer pour qu'il n'y ait pas de dégâts dans l'avenir parce qu'ils doivent réellement nous aider. La jeunesse a droit à l'encadrement. Et en dehors de cela, ça, c'est un combat que je vais mener réellement avec tous les leaders de la ville-province de Kinshasa. Je leur dis, l'heure a sonné où nous devons voir dans quelle mesure il doit y avoir des édits de la ville qui doivent réellement protéger des espaces verts. Tout espace qui a vu un Congolais jouer au football doit être protégé parce que nous avons besoin de Kembo, nous avons besoin de Lobilo parce que là, ce sont des Matétois qui ont fait la pluie et le beau temps. Et nous avons besoin de Toubilandou, paix à son âme aussi. Et je crois que de ce combat, quand la ville-province de Kinshasa va accompagner, le gouverneur sera dans l'obligation de comprendre que désormais, les espaces verts seront protégés. Voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Elohim Kankolongo, je crois que le 18 décembre, tu seras avec Diabanza dans son sitting pour voir ce qui va réellement se passer. Dans sa marche, c'est une marche. Voilà. C'est une marche. Merci beaucoup. Une marche de Matétois. Voilà, merci beaucoup Diabanza Mwananene. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
votre mot de la fin. Je dirais, le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo nous appartient à nous tous. Quelle que soit ta couleur politique, ce qu'il faut réellement bannir, c'est la haine. Et je remarque quelque part qu'il y a même des jeunes qui sont en train d'estimer qu'ils peuvent jouer sur cet élément de la haine tribale. Il n'est pas très intéressant pour nous réellement de miser l'essentiel de notre action sur la haine. Bannissons la haine, aimons-nous, essayons de réfléchir et la réflexion au centre de notre préoccupation permettra à la République d'aller de l'avant car du choc des idées, lumière jaillit. Voilà, c'est avec ces derniers mots de Diabanza Mwananene que nous allons mettre un terme à cette émission. Bannissons la haine, luttons contre le tribalisme. En tout cas, c'est le combat que tout Congolais doit mener. C'est aussi le combat que Autour du Plan est en train de mener. Nous sommes en train de lutter contre cette haine tribale, ce tribalisme, ce régionalisme, ce provincialisme. Nous sommes tous Congolais et nous devons œuvrer tous pour l'intérêt supérieur de notre pays. Autour du Plan, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve à la prochaine.